suis tombé sur un truc de fou. Aux États-Unis, OnlyFans, c'est devenu le 4e petit boulot le plus populaire et celui qui rapporte le plus. Le tout dans une Amérique où une personne sur 4 a un taf d'appoint à côté de son job principal. Comment est-ce qu'une plateforme créée il y a moins de 10 ans est devenue un outil aussi mainstream? Est-ce qu'on peut vraiment gagner 5 000, 7 000, 100 000 euros par mois en vendant des photos dénudées? C'est quoi les risques derrière le fantasme? Bref, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière OnlyFans? Hello YouTube. C'est une plateforme où en fait t'es libre de poster ce que tu veux. Je ne vis pas pleinement de mon travail sur mes OnlyFans. Pour moi, c'est du community management, juste dans une niche très spécifique, c'est certain, mais je vois pas forcément le problème éthique. I broke the world record for the amount of men slept with in one day. Plus je suis sexuelle, plus j'ai de la valeur. I'm a journalist and I'm doing a documentary about OnlyFans. J'ai été harcelée pendant 3 ans par le même homme. Tu dois faire attention, pas montrer tes fenêtres, qu'on n'ait pas ton nom. Trop beau, t'es trop belle. Je suis sûr que tu pourrais gagner beaucoup d'argent sur OnlyFans. C'est du rabattage qui peut se transformer en du proxénétisme 2.0. Ma question est un peu cash, mais est-ce que tu te considères comme proxénète? Mais les amis, avant de commencer, cette vidéo est rendue possible grâce à un super sponsor, et ce sponsor c'est Mammouth AI. C'est pas la première fois qu'il m'accompagne dans la création de mes vidéos. Mammouth AI regroupe plus de 10 intelligences artificielles comme GPT, Claude, Mistral, DeepSeek ou encore Gemini en un seul et même endroit. Mammouth AI a un truc très pratique que j'utilise, c'est l'outil reprompting. Vous savez, quand vous n'êtes pas hyper satisfait d'une réponse d'une IA, et ben ici vous pouvez comparer les réponses des IA en un seul clic. Mammouth AI, ils ont une politique de zéro rétention de données, c'est important pour eux, ils ne gardent aucune de vos données, ils les utilisent pas pour entraîner les IA, et de votre côté, vous pouvez évidemment supprimer votre historique quand vous le voulez. Ils ont même une offre équipe et entreprise pour pouvoir vous accompagner, quelle que soit votre utilisation, et déjà plus de 200 entreprises ont décidé de leur faire confiance. Et je sais que parmi vous, il y en a qui souhaiteraient utiliser l'intelligence artificielle tout en réduisant leur impact. La bonne nouvelle, c'est que Mammouth AI propose des modèles en open source, légers, très rapides, comme Mistral Small ou Yamascoot. Ceux-là sont 10 fois moins consommateurs en ressources que les autres. Si ça vous intéresse, l'abonnement pour Mammouth AI, il est seulement à 10 € par mois. Moi, j'utilise Mammouth AI pour générer des idées de titres pour mes vidéos et tout un tas de petits trucs comme ça du quotidien. Merci à Mammouth AI sans qui cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. Toutes les infos sont en description. Le mois d'août dernier, j'ai fait 55 000 $. And I made £42,000 in one night. Là, en moyenne, on va dire que on est entre 10 000 et 12 000 euros net par mois. C'est 12 000 euros. Ouais. Quand on est une 2006 sur OnlyFans, on gagne combien par mois? 25 à 30 000 euros. 12 000 euros par mois, plus de 46 000 euros en une nuit. Les sommes revendiquées par les créatrices OnlyFans veulent nous faire croire un truc: OnlyFans égale success story. Car si aujourd'hui c'est un réseau social basé sur des abonnements payants, en grande majorité consacrés au contenu érotique et pornographique, ça n'a pas toujours été le cas. La plateforme naît en 2016 au Royaume-Uni de l'initiative d'un ancien étudiant en immobilier, un certain Timothy Stockley. L'idée à la base, c'est de permettre à des personnalités de tout horizon de monétiser leur contenu, que ce soit du fitness, de la cuisine ou de la musique. Mais en 2018, un homme va réorienter la promesse d'OnlyFans vers du contenu pour adultes. Cet homme, c'est Leonid Radvinsky. Ce milliardaire américano-ukrainien est le fondateur et propriétaire du site pornographique MyFreeCams, le premier service de pornographie par webcam sur Internet. Et c'est justement l'argent de ce site de Camgirl qui va lui permettre d'acheter 75% de la Phoenix International Limited, qui est la maison mère d'OnlyFans qui a été fondée par Tim Stockley. En fait, c'est à partir de l'arrivée de Radvinsky qu'OnlyFans bascule définitivement vers l'érotisme et la pornographie. La plateforme prend de l'ampleur et en 2020, un événement va la propulser dans une nouvelle dimension. Nous sommes en guerre. Le Covid-19, on s'en souvient tous, mais ce qu'on sait moins, c'est que l'isolement général lié à cette pandémie provoque l'explosion de la demande en ligne pour des contenus pour adultes. Et OnlyFans va surfer là-dessus. Imaginez bien, de 7,5 millions d'utilisateurs en novembre 2019, la plateforme passe à 85 millions d'utilisateurs en décembre 2020. C'est simple, le site fait plus 1000% en un an. Alors forcément, tout ça se répercute sur les recettes financières de l'entreprise. La plateforme génère ainsi 7,2 milliards de dollars en 2024, soit 13 000% de plus qu'en 2019. Leonid Radvinsky, lui, en profite. Entre 2020 et 2024, il a reçu à lui seul environ 1,3 milliard de dollars de dividendes.
Clairement, cette explosion d'OnlyFans pendant la crise sanitaire est liée à son tournant érotique, mais la plateforme britannique n'est pas la seule sur ce créneau. En 2019, un acteur français voit le jour. Mime pour Me, You, More. Lancé par deux Lyonnais, Pierre Garonner et Gaspard Hafner, la plateforme reprend le même principe qu'OnlyFans et compte en 2023 14 millions d'utilisateurs pour 400 000 créateurs de contenu. Alors pourquoi ces plateformes explosent? Qu'est-ce qui les rend uniques par rapport à ce qu'on a toujours connu? Le mieux pour le savoir, c'est encore d'aller à la rencontre de celles qui utilisent OnlyFans tous les jours, les créatrices de contenu. Je suis donc à Toulouse pour rencontrer l'une d'entre elles. Carmina est travailleuse du sexe en ligne depuis 2014 et elle s'est lancée sur OnlyFans en 2019. Donc t'as OnlyFans, je vois les onglets OnlyFans, Mime. J'ai Mime aussi, ouais. Messages, revenus. Voilà. Outils. T'as tous les outils, t'as tous les messages, parce qu'en fait, c'est ça qui est bien avec les plateformes, c'est qu'en fait, les gens peuvent te contacter directement. Ça, c'est vraiment un des gros avantages qu'il y a, on va dire, sur OnlyFans par rapport à un tube de porno classique, comme peut être Pornhub, YouPorn, etc., quoi. Il y a un truc que je connais pas, file d'attente, c'est quoi, par exemple? Alors, file d'attente, c'est ton calendrier. Ok, c'est marrant de voir ça sur un réseau social. Ouais, parce qu'en fait, c'est pour que les gens puissent poster. Par exemple, moi, si je veux, on va dire le lundi, le mardi, je tourne, je fais des photos, je fais des photos. Et hop, le mercredi, je m'assois toute la journée. Et en fait, je programme les trucs. Ok. Combien prennent OnlyFans, Mime de commission? Alors, ces médias que tu... Ça prend beaucoup de commissions. Il me semble, aux dernières nouvelles, que c'est environ 20% du prix. Ça coûte combien d'être abonné à ton OnlyFans? Ça coûte $12 par mois. $12, c'est en dollars. $12. Ouais, c'est en dollars. En effet, c'est tout en dollars. Et ça, c'est toi qui le fixes? Oui, c'est toi qui le fixes. Donc tu peux le mettre gratuit ou tu peux le mettre en abonnement et tu peux mettre l'abonnement à partir, il me semble que c'est à partir de $3 peut-être jusqu'à autant que tu veux, parce que en fait, selon le service que tu proposes, selon ta notoriété, c'est toi qui décides de tes prix. Moi, j'utilise OnlyFans vraiment parce que c'est une plateforme où en fait, t'es libre de poster ce que tu veux et où il y aura de toute façon un public il y a un public pour tout dans le porno. Si ton truc c'est par exemple que de faire des trucs sur les pieds, ben en fait il y a un public pour ça. Si ton truc c'est de faire que par exemple que de la lingerie parce que t'adores la belle lingerie, il y a un public pour ça. Je sors de ma rencontre avec Carmina. En fait, je réalise que ce qu'elle me décrit, c'est une ligne édito. Il y a beaucoup moins de différence que ce que je pensais entre un créateur de contenu classique et un créateur ou une créatrice sur OnlyFans. Chacun a sa ligne édito, sa niche, son type d'audience ciblée. Et ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce lien d'authenticité, d'exclusivité qui va exister entre le créateur ou la créatrice de contenu et son audience. À la différence peut-être par rapport à ce que peuvent faire les créateurs de contenu plus classiques, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'intimité sur mesure et de contenu sur mesure qui est mise en avant sur OnlyFans. À peu près 97% des créateurs sur OnlyFans seraient des femmes, pour seulement 3% d'hommes. Et pour les utilisateurs, les fans, là aussi, je suis assez étonné. J'avoue que comme ça, j'aurais peut-être dit qu'on parle de mecs célibataires, frustrés sexuellement. Mais en fait, d'après une étude publiée en 2022, les utilisateurs, donc les clients, sont principalement des hommes mariés, blancs, qui s'identifient comme hétérosexuels ou bisexuels, pansexuels. Quoi qu'il en soit, beaucoup de créatrices partagent leur travail et ce quotidien en vantant un mode de vie très attrayant. Argent facile, flexibilité de l'emploi du temps, des éléments que notre génération recherche de plus en plus. L'heure c'est l'heure. Si je finis à 17h, je m'en vais à 17h. Bon, en fait, je me rends compte que les avantages, la flexibilité, tous ces trucs-là que procure OnlyFans, ça donne l'impression d'être complètement libre. Tu choisis tes horaires, tu choisis le type de contenu que tu fais. Ça paraît vraiment idéal. Est-ce que ça vaut le coup? Derrière ces rêves d'argent facile se cache vraiment une industrie. C'est un truc auquel je m'attendais pas du tout avant de bosser sur le sujet, mais en fait, la principale source de revenus pour les créatrices OnlyFans, ce ne sont pas les abonnements, mais plutôt les demandes personnalisées de leurs clients. Une demande personnalisée, ça peut être par exemple ça. Envoie-moi une vidéo de toi où tu dis mon prénom. Ou ça. Filme une vidéo où tu joues ma copine jalouse. Et un truc me saute aux yeux. S'ils veulent maximiser leurs chances de gagner de l'argent, les créateurs, les créatrices doivent bien faire en sorte d'une manière ou d'une autre que le client s'attache suffisamment à eux pour payer ses contenus sur mesure. Il faut que le client se sente spécial, il faut créer un lien, une relation. Mais comment ça fonctionne ? En cherchant un peu, je tombe sur un concept en psychologie qui explique parfaitement ce phénomène. La relation parasociale. Une relation à sens unique
déséquilibrée par nature où l'un des deux parties va s'attacher à l'autre. Ici, c'est le fan sans que l'autre, la créatrice, sache même parfois qu'il existe. OnlyFans brouille d'autant plus les pistes que les demandes, les fantasmes du client sont au centre de la plateforme. Le client a l'impression de contrôler la relation avec la créatrice et de pouvoir lui demander tout ce qu'il veut. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais que chaque créatrice avait un peu une ligne édito sur OnlyFans. Dans le jargon des plateformes, on appelle ça aussi une niche. Et l'une de celles qui fonctionne le mieux, c'est la niche GFE, pour Girlfriend Experience. Dans ce cas-ci, le contenu de la créatrice imite une relation intime ou romantique avec le client qui va pas payer seulement pour du contenu érotique, mais pour une connexion plus personnelle. D'ailleurs, en vrai, les photos qui marchent le mieux sur OnlyFans, c'est celles qui mettent en scène l'authenticité et l'instantanéité, loin des lumières de studio. Les fans préfèrent les photos prises dans un lit, avec le flash du téléphone et les chaussettes de la veille qui traînent en arrière-plan. Pour grossir un peu le trait, ce qui fonctionne bien sur OnlyFans, c'est des choses qui sont un peu plus, on va dire, naturelles. Je vois très bien que quand je poste sur OnlyFans, ce qui va marcher, ça va être les petits selfies salle de bain, les petits selfies dans le lit tranquille, pas les choses qui sont trop préparées ou trop maquillées, etc. Mais créer cette connexion, ça doit demander du temps et de l'implication à la créatrice. Vera Flynn s'est lancée dans le travail du sexe en ligne il y a 15 ans. Aujourd'hui, elle crée du contenu surtout sur Mime et elle témoigne de cette réalité. J'ai pas de réseaux sociaux à moi. Tout ce que j'ai, c'est professionnel. Donc il faut que je travaille la visibilité. Je peux très bien dire que là, je vais faire des photos pendant 3 heures. Et après, là, je vais faire un live sur TikTok. Après, il faudrait que je fasse des reels pour Instagram aussi. En fait, c'est un travail un peu tous les instants où il faut apprendre à décrocher. Mais parfois, ça m'oppresse quand je vois que je reçois des messages à 3h du matin, à 4h du matin. Je dors aussi, en fait, ou même le dimanche. Enfin, on s'imagine qu'on est disponible absolument tout le temps, alors qu'on est quand même des êtres humains. C'est d'autant plus difficile de percer que, il y a une vraie compète. Il faut capter l'attention des clients. En face, il y a Pornhub, il y a YouPorn. C'est vraiment à se demander quel est l'intérêt de payer pour avoir du contenu sexuellement explicite. Il y en a partout, gratuit sur Internet. T'es con, toi? Ouais. Puis c'est pas simplement la compète entre OnlyFans et autres consorts, il y a aussi la compétition entre créateurs. En 2025, OnlyFans compte 4,6 millions de créateurs contre seulement 1 million en 2020. Forcément, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et ce qui m'a le plus frappé dans cette enquête, c'est que la répartition des revenus est profondément inégalitaire. J'espère que vous êtes prêts pour ce chiffre. 1% des créatrices OnlyFans captent 33% du total des revenus générés sur la plateforme. En fait, le revenu mensuel médian d'une créatrice OnlyFans, il est seulement de $180 par mois. Soyons hyper concrets, pour ceux qui ont comme moi séché un peu les cours de maths, ça veut dire que 50% des créatrices sur OnlyFans gagnent plus de $180 par mois et 50% gagnent moins. Donc là, première désillusion, tous ceux qui nous ont fait croire que c'était facile de gagner du fric sur OnlyFans se trompent. Donc la réalité est bien plus triste. Beaucoup de créatrices de contenu sur OnlyFans sont en situation de précarité. Pour certaines, elles voient la plateforme comme une solution pour arrondir un peu leur fin de mois. Et pour d'autres, c'est juste une histoire de survie en fait. Vera Flynn, elle, a la chance de pouvoir compter sur son mari, car son OnlyFans ne lui suffirait pas pour vivre. Je ne vis pas pleinement de mon travail sur Mime et OnlyFans. Moi, j'avais fait des mois à 5 000 €, mais ça date, ça date de 2022. Maintenant, si j'arrive à me sortir, 800 €, je suis contente. C'est pas évident, c'est évident pour personne. Et on a vendu du rêve. Après, le problème, c'est aussi les influenceurs. En fait, effectivement, si tu as déjà énormément de followers sur Instagram ou sur TikTok, si tu es connu d'une manière ou d'une autre, évidemment que tu vas gagner de l'argent sur Mime. Mais si tu n'es pas connu, qui est-ce qui va s'abonner? Personne, parce que tout le monde s'en fout, parce que du porno gratuit, il y en a déjà plein. Elle a d'ailleurs bien conscience des fantasmes autour de Mime ou d'OnlyFans. Est-ce que je peux regarder dans la caméra? Alors, avec OnlyFans ou Mime, vous allez pas faire 10 000 € par mois. On montre que tout est beau, libération, machin, tout ça, mais non, pas forcément, c'est pas un travail qui est fait pour tout le monde, mais en fait, Internet n'oublie jamais, et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment, vraiment qu'on se mette en tête, c'est qu'après, on est complètement fiché, et quand on fait du travail du sexe virtuel ou du travail du sexe tout court, on va mal nous voir, on va être stigmatisé, et il faut réfléchir, parce qu'à 18 ans, on a envie de faire plein de choses, mais il faut réfléchir. C'est Tata Vera qui le dit. La précarité de certaines créatrices OnlyFans semble donc être en opposition totale avec ce qu'on entend le plus souvent, les fameux 12 000 € net par mois dont je vous parlais en début de vidéo. En fait, dans ces cas-là, on parle bien souvent de personnalités déjà connues, comme la rappeuse Cardi B ou l'actrice Bella Thorne, qui a généré $1 million dès l'ouverture de son compte OnlyFans, et ça, c'est non négligeable. Parce que si vous pensez qu'OnlyFans fonctionne comme Instagram ou TikTok avec un algorithme, en gros, tu scrolles, tu découvres des profils, tu tombes sur des suggestions qui te plaisent, etc.,
eh bah vous vous trompez. Sur OnlyFans, il n'y a pas d'algorithme. En fait, on peut pas parcourir librement une liste de suggestions de profils comme sur un réseau classique, ni les filtrer par thème ou par catégorie. Sur OnlyFans, on peut retrouver un profil que si on connaît son nom d'utilisateur exact ou via son lien direct. Selon l'engagement et les interactions, certaines suggestions ou recommandations de profils peuvent apparaître, mais vraiment, beaucoup de créatrices ne sont pas visibles via une recherche standard. Aujourd'hui, il y a même des sites externes comme OnlyFinders qui sont censés aider les utilisateurs à trouver des créatrices via un annuaire ou des filtres. Les créateurs sur OnlyFans doivent donc jouer avec les autres réseaux sociaux comme Instagram, X, TikTok ou Reddit pour se faire connaître. Il y a une méca qui marche super bien chez les créatrices, c'est qu'elles postent des contenus assez suggestifs sur des plateformes plus soft, genre Instagram, TikTok, et c'est ça qui leur permet ensuite d'attirer des clients vers leur profil OnlyFans. Et si tu veux du contenu moins soft, faut payer. Donc ces créatrices de contenu pour adultes, c'est pas juste des meufs qui se prennent en photo. Elles doivent mettre en place des véritables tunnels de vente, comme des marketeurs en fait. Penser des stratégies de communication, stimuler le trafic, traquer le nombre de conversions. Tout ça, c'est un boulot énorme, si bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui proposent de s'en charger à leur place. J'ai monté un modèle OnlyFans de 0 à 100 000 euros par mois en seulement 3 étapes. Je vais te révéler absolument tous les secrets d'Instagram pour réaliser des Reels à plus d'1 million de vues avec tes modèles. L'idée de cette vidéo, c'est de vraiment essayer de se mettre dans la peau d'une personne qui se lance dans l'OFM. Tout comme il y a des agents pour youtubeurs, il y a aussi des agents pour créatrices OnlyFans. Et je suis content parce que cet après-midi, je vais rencontrer Mano à la branche, qui a été agent pour créatrice. Je l'ai repéré parce qu'il fait pas mal de podcasts et tout liés à son activité. Ça a un peu l'air d'être un perso, mais bon. On va voir. Alors le métier d'agent, de manager, c'est en gros venir épauler les créatrices de charme, très souvent sur les plateformes de contenu exclusif, sur toutes les tâches qu'elles ne veulent pas ou qu'elles ne peuvent pas faire. Donc ça va de la communication, à du conseil, à de l'accompagnement, même un petit peu parfois moral. En quoi ça consiste très concrètement ? Un bon agent, par exemple, va faire en sorte de décrocher des apparitions médias pour ses créatrices. Soit des interviews dans des médias, soit des passages chez des TikTokers connus. Ça va être celui aussi qui va faire de la veille concurrentielle pour savoir quels trends sont les plus populaires actuellement. Ça englobe énormément de choses. Comment t'en es arrivé à ça ? En fin 2021, j'ai découvert que Mime avait un programme d'affiliation, un programme de parrainage. Et du coup, je me suis renseigné et en fait, tu pouvais parrainer une créatrice sur la plateforme Mime et toucher 10% de ses revenus à vie. Et c'est comme ça en fait, que j'ai découvert l'OFM. Comment est-ce que tu trouves les créatrices avec lesquelles tu travailles ? Alors au tout début, en 2021, il y avait très peu de concurrence sur le marché, donc un simple email suffisait. Mais un email à qui, du coup ? Aux créatrices. Mais aux créatrices de quoi ? De contenu ? Donc c'est déjà des femmes qui... Alors non, à l'époque, moi je ciblais les influenceuses. D'accord, donc tu allais voir des influenceuses, ouais. Et tu leur disais, est-ce que vous avez déjà songé à faire des photos de charme et à les publier sur des plateformes privées ? En gros, c'était ça. Soit un petit message Insta, soit un petit email suffisait, mais c'était encore une fois à l'époque où il y avait très très peu de concurrence, où l'OFM c'était pas du tout connu, c'était pas une trend comme ça l'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un standard de marché pour les commissions qui sont prises par les agents ? Généralement, c'est entre 30 et 50%. C'est-à-dire qu'une agence nouvellement créée qui n'a pas vraiment d'expérience ne peut pas se permettre de demander la moitié du chiffre d'affaires généré. En revanche, une très bonne agence, ça peut aller jusqu'à 60%. Bon, qu'un créateur ait besoin de gagner du temps et délègue donc le côté marketing à un agent, en vrai, je capte la logique. En soi, je fais exactement la même chose en tant que youtubeur. Mais très vite, je me rends compte que c'est pas tout. Les agents ne travaillent pas seuls. Pour vendre un maximum de produits personnalisés, comme les photos ou les vidéos, ils vont proposer un service qu'on appelle le chatting. Je viens de recevoir un message d'un mec qui s'appelle Oscar, qu'on avait contacté. Et Oscar, il est chatter. C'est un mec qui est littéralement payé par les créatrices ou par les agents OnlyFans pour parler aux clients, les mecs qui sont derrière leur écran et qui consomment du contenu. Le but, évidemment, c'est que les clients aient envie d'acheter du contenu personnalisé. Avec mon équipe, on a essayé de contacter, je sais pas, genre une 50aine de chatters via des groupes Facebook, des trucs un peu obscurs et tout. Il y en a un qui avait dit oui, on était sur l'appel. Il s'est jamais pointé. Bon, Oscar, il veut vraiment qu'on reste juste par message, donc vas-y, c'est pas grave. On est sur son terrain. Il a 43 ans et il a été chatter pendant 8 mois. C'est quoi ta journée type en tant que chatter ? En gros, je me connecte sur OF et je commence à discuter. Dans les tops agences, les modèles sont toujours en ligne. Ce qui veut dire qu'il y a en général 3 chatters, un peu partout dans le monde, qui se relaient toutes les 8 heures. Il peut y avoir plus de 30 discussions en même temps, donc il faut les trier en fonction de combien les clients ont dépensé jusqu'à présent, et on doit répondre aux clients qui ont le plus dépensé en priorité. C'est vraiment épuisant mentalement. Est-ce que l'agence qui t'employait t'a formé avant que tu répondes aux clients ? L'agence nous donnait un manuel de formation, disponible en ligne sur une page Notion. C'était incroyablement détaillé.
Oscar m'a envoyé des extraits de ce manuel. On y retrouve pas mal de conseils sur comment vendre du contenu déjà tourné en faisant croire que c'est du sur-mesure. D'ailleurs, regardez, ici, les agences ne s'en cachent pas. Cette touche personnelle préserve le caractère neuf du contenu sans production supplémentaire. Et sur cet autre extrait du manuel d'Oscar, on explique carrément comment jouer sur les biais psychologiques des clients pour les inciter à payer du contenu. Il y a des phrases toutes prêtes comme « Ce contenu disparaît dans 24 heures. Tu l'attendais et maintenant c'est à toi. » Il y a carrément un guide de comment répondre à un client qui ne veut pas payer pour du contenu. Lol, le gratuit c'est pour les gens qui se contentent de peu. Tu sembles pas être comme ça. Pas de pression, mais t'attends pas un traitement de faveur? Comme tu veux, mais les gens qui me soutiennent ont plus de moi. Et ce genre d'échange a déjà mis Oscar dans des situations compliquées. C'est quoi le genre de difficultés auxquelles t'as été confronté dans ton job de chatter? Ça m'est déjà arrivé d'avoir des ennuis parce que j'avais dit quelque chose qui contredisait ce qu'un autre chatter avait dit avant. Mais ce type de situation est prévu par l'agence, qui fournit une liste d'excuses toutes faites quand on en a besoin. Par exemple, si un fan demande pourquoi la modèle est toujours connectée, pourquoi elle ne dort pas, on a une liste d'excuses genre J'utilise mon PC pour faire tourner des serveurs Minecraft, je le laisse allumer et j'oublie de me déconnecter. Parfois, les chatteurs faisaient miroiter à des hommes la promesse d'une rencontre pendant des mois. Et ces hommes ne pensaient jamais que ça pouvait être faux. Ça t'a déjà rendu mal à l'aise de faire ce travail? Quelquefois. Ce qui pouvait être dur pour moi, c'était de gérer les gars très seuls. Pendant la formation, on nous disait qu'on était plus des psys que des vendeurs de photos explicites. Et à l'époque, je pensais que c'était des conneries, mais c'est totalement vrai. Les gars qui s'abonnent et parlent à des modèles tous les jours cherchent juste de la compagnie, mais c'était notre boulot de leur soutirer autant d'argent que possible. Tout cet aspect autour des chatters, tout ça, tu trouves pas que c'est un peu éthiquement discutable? Pourquoi ça serait? Parce que y a des clients qui payent en ayant le sentiment de parler à leur créatrice de contenu préférée. Moi, je pense pas que ça les importe tant que ça, pour la grande majorité. Enfin, pour moi, c'est du community management, juste dans une niche très spécifique, c'est certain, mais je vois pas forcément le problème éthique. Le client, quand même, dans la majorité des cas, pense parler à sa créatrice préférée. Ça dépend. Je pense que ça dépend. En fait, c'est très difficile, vu que c'est une industrie qui est très obscure, en fait, c'est très difficile d'avoir des vraies statistiques sur le nombre de clients qui savent, le nombre de clients qui s'en fichent, le nombre de clients à qui ça plaît. Et il y a aussi ce côté où les fans sont très très à l'aise à l'idée de pas trop se poser de questions et de juste apprécier l'expérience. Le fait que la personne en face d'eux soit attirée véritablement par eux ou pas, c'est pas ce qui les intéresse à l'instant T, quoi. À côté de ça, certains agents qui emploient ces chatters font parfois partie de communautés en ligne, souvent sur Telegram, sur Discord, liées à l'OFM, l'OnlyFans Management. Dans le cadre de cette enquête, avec mon équipe, on a décidé de s'infiltrer sur certaines de ces communautés et je dois vous le dire, j'ai découvert un monde parallèle. Entre eux, ces agents se vendent des formations, se donnent des conseils de réussite et vont même jusqu'à négocier et s'acheter des créatrices. Là, je suis sur des boucles Discord et Telegram où on peut voir ce commerce, genre ici. Vente Latina pas chère, $250. Oula. La créatrice dont il parle là, qu'on appelle aussi une modèle, a une valeur particulière parce qu'elle a une baby face. Ça veut dire qu'elle a un visage d'enfant. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Certains agents passent par d'autres agents pour acheter des créatrices. C'est un marché clandestin qui est complètement sous les radars. On a décidé avec l'équipe d'infiltrer des boucles de Discord, de Telegram. On est tombé sur des messages, j'aimerais bien te faire réagir. Ouais, carrément. Oula, je sens que... je vais en voir des vertes et des pas mûres. Ouais, tu vas me dire ce que t'en penses. Alors... Ouais, je connais ce groupe-là, ouais. Donc ça, c'est des boucles Discord et Telegram. C'est ça. Et il y a des échanges étonnants quand même. Mais l'OFM est rempli de gens très peu scrupuleux. Moi, je déteste ce milieu aussi. Hein. Moi, par exemple, ça, c'est de la revente de contrats. Moi, j'en ai jamais fait parce que, éthiquement, je trouve pas ça dingue. Beaucoup de créatrices OnlyFans sont jeunes, parfois précaires. Est-ce que t'as pas le sentiment, parfois, de surfer sur cette vulnérabilité? Alors, moi, non, parce que dans tous les cas, j'ai jamais travaillé avec une personne qui n'était pas déjà sur les plateformes avant, en tant qu'agent. Moi, je suis pas fan, effectivement, de la responsabilité de prendre des modèles qui n'étaient pas des modèles avant de les contacter et de les inciter à grands coups d'appât du gain à aller sur les plateformes. C'est pas du tout mon... C'est pas ce que tu faisais quand tu étais apporteur d'affaires chez Mime? Alors, oui, effectivement, mais c'était des influenceuses et jamais je ciblais des filles en dessous de 25 ans, quoi. Parce que, effectivement, éthiquement, je suis pas... Ouais, pas toujours très clair, Manoa.
Mais enfin, s'ils se défendent d'avoir recours à de l'achat de créatrices OnlyFans, d'autres agents, eux, ne se gênent pas. Dans ces boucles, on retrouve pratiquement toujours le même format avec une liste d'infos sur la créatrice. Son âge, sa nationalité, le temps qu'elle peut accorder au contenu chaque jour, jusqu'où elle est prête à aller en matière de ligne édito, des critères qui vont déterminer le prix de la créatrice. Et dans certains cas, elle a même pas accès à son propre compte. Elle n'est que, et je mets des guillemets là-dessus, fournisseuse de contenu parce que le compte en lui-même est administré par l'agence qui a la main sur tout. Et ça, c'est un moyen vicieux de verrouiller la créatrice si elle veut claquer la porte du jour au lendemain. Bref, il y a vraiment cette idée de commerce, voire parfois d'exploitation normalisée. Et regardez, ici, on trouve des mots comme conditions d'achat, garantie, toujours disponible, combien tu la vends, propose. Ce champ lexical, là, je suis pas fou. Normalement, c'est pour les biens ou les marchandises. Sauf que ici, on parle d'humain. C'est une marchandisation du corps de ces femmes. Et c'est très révélateur dans la manière dont sont perçues ces créatrices dans ce milieu. Et même quand le recrutement fonctionne, certains agents se plaignent de la flemmardise des créatrices. Frère, les latinas, c'est des vrais flemmardes. De leur grosse tête. J'ai DM une grosse. Même les 2 sur 10 ont pris la confiance. Ou des limites qu'elles se posent sur leur contenu. Elle veut faire que de la lingerie en plus. Et heureusement, rassurez-vous, ces hommes ont trouvé une solution à tout ça. Est-ce que vous connaissez l'OFM IA ? Concrètement, certains agents créent des modèles par intelligence artificielle, une version artificielle et optimisée des créatrices, puisqu'elles sont disponibles à toute heure et surtout, elles sont dociles. Cette pratique flirte parfois avec l'usurpation d'identité, car vu ce que ça peut coûter de créer des photos vraiment réalistes par intelligence artificielle, ça coûte cher quand même. Ces businessmen volent souvent le contenu des femmes sur les réseaux sociaux pour coller leur visage sur un corps généré par IA. En fait, quand on se pose vraiment sur le sujet, on constate assez vite que certains agents cherchent plus à gagner de l'argent via la créatrice qu'avec la créatrice. Et je crois que c'est vraiment là la nuance qui est capitale. Pour rappel, si certaines femmes se lancent dedans vraiment par choix, d'autres sont vraiment dans une situation de vulnérabilité. Tout ça peut les précipiter dans une véritable descente aux enfers. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'engrenage ? Vous allez me dire, après tout, ces femmes, quand elles sont pas victimes d'usurpation d'identité via de l'IA, ont choisi d'être sur OnlyFans. En fait, si c'est le cas pour certaines, d'autres sont encouragées par leurs agents à dépasser les limites qu'elles s'étaient elles-mêmes fixées à leur début. Ça peut être une photo en lingerie qui se transforme en shooting de nu, une commission prélevée sans que ça en était discuté, l'usage non consenti d'une photo. Bon, mais regardez ce screen que j'ai trouvé sur un chat Discord. Un agent se vante de se masturber sur une photo de sa modèle. Certains vont même jusqu'à modifier les mots de passe des comptes des créatrices pour les empêcher d'y avoir accès. En vrai, on pourrait penser que c'est juste des comportements isolés. Moi, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Mais Onawi, qui est créatrice de contenu sur OnlyFans depuis 5 ans, m'a fait comprendre que c'était loin d'être le cas. Alors, c'est le contrat que j'ai reçu d'une agence dans laquelle j'ai postulé. Tout était un peu trop beau pour être vrai. Ils m'ont d'abord envoyé un premier contrat qui n'était pas à mon nom. Ce qui est une erreur grave dans ce milieu-là où les femmes font souvent ça de manière anonyme. Et ensuite, ils m'ont envoyé un contrat, mais avec le mauvais prénom. Comme tu peux voir là, c'est pas mon prénom. Et je m'appelle Elina et il est marqué Elisa. Et en lisant le contrat, j'ai trouvé plusieurs clauses que je ne me vois pas signer. Il y a une clause où il précise que le client perdra immédiatement tout droit d'accès et d'utilisation des plateformes en ligne désignées à l'annexe 1, qui resteront la propriété exclusive du manager. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est les plateformes que eux ont créées. Et il faut savoir que quand eux m'ont contacté, ils étaient bien contents que j'ai pas de mime, en disant « Oh mais pas de souci, on va t'en créer un ». Forcément, vu qu'après ils ont la main mise dessus. Et c'est pas la seule clause qu'Onawi a trouvée suspecte. Une des clauses soulève que, à la fin du contrat, ils ne sont pas obligés de supprimer les médias que tu leur as envoyés. Ils ne sont obligés de supprimer que les médias où tu es reconnaissable. Déjà ça, à l'ère de l'IA aujourd'hui, il suffit qu'ils changent ton visage, qu'ils retirent tes tatouages et ils ont plein de droits sur tes photos. Puis il y a pareil des photos qu'on poste sur nos plateformes où on ne met juste pas notre visage. Donc en fait, ils avouent directement qu'ils vont garder des médias de toi. Dans quelle utilité, ça en dit aussi beaucoup sur l'honnêteté qu'ils ont vis-à-vis de leur modèle. Bon, heureusement, parmi les créatrices que j'ai rencontrées, il n'y en a aucune qui a vécu ça. Mais en fait, je commence à comprendre que le rapport entre l'agent et la créatrice, il est très souvent déséquilibré. D'ailleurs, le danger vient pas que de là. C'est une sorte de course au succès à la surenchère qui va pousser les créatrices à faire des contenus toujours plus trash pour satisfaire les fantasmes de leurs clients. Et à ce sujet, je suis tombé sur ces 2 vidéos qui sont complètement dingues. I just thought I'd do kind of like a sit-down YouTube video talking about how I broke the world record for the amount of men slept with in one day. Does that make sense? Who's going first then? Me. Yeah, you're going first? Or are you going to be selfish and do 2 minutes? Selfish. You be selfish? Yeah.
And what would you do to me in 2 minutes? Tell me. Elle, c'est Lily Phillips et Bonnie Blue, deux créatrices de contenu OnlyFans. En 2025, elles se donnent pour défi de coucher avec 1000 hommes en 12 heures, de filmer le challenge et de le poster sur leur compte OnlyFans. Pour Bonnie Blue, ça donne ça, un documentaire diffusé sur Channel 4 au Royaume-Uni. Lily Phillips, elle, dit avoir battu ce record en juillet 2025. Elle avait déjà couché avec 100 hommes recrutés sur Internet en une journée en 2024. Son documentaire a été visionné 11 millions de fois sur YouTube et sa détresse émotionnelle à la fin du défi a fait le tour des réseaux sociaux. It's not for the weak, girls. If I'm honest, it was hard. Like more intense than you thought it might. Definitely. Sorry. Okay. Just take. Yeah, 1 minute. À la suite de sa vidéo défi, Lily Phillips dit se sentir robotique et dissociée. Maria Hernandez Mora, qui est docteure en psychologie, parle, elle, d'un véritable système de récompense. OnlyFans fonctionne comme tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir un renforcement du système de récompense. Plus je suis sexuelle, plus j'ai de la valeur. Plus j'excite l'autre, plus j'ai de la valeur. Plus je vais lui proposer de la nouveauté, plus je vais le rendre accro. Donc on va avoir un besoin d'aller toujours de plus en plus loin dans la proposition de contenu, d'être de plus en plus, on va dire, exotique, parfois même de plus en plus original, parfois voilà, trash, étonnant, pour pouvoir susciter la curiosité et pouvoir attirer des abonnés. Bon, et à ça, il faut rajouter le cyberharcèlement, les menaces de mort, le vol de contenu qui existe aussi. J'ai été harcelée pendant 3 ans par le même homme. Le moindre site où il pouvait me contactait, c'était tous les jours, sous les commentaires de mes posts. Et en fait, il repostait des médias qu'il avait trouvés sur des sites de leaks, des choses comme ça. Il balançait mon nom en commentaire. Et c'est des choses, tu te protèges. Forcément, quand tu es créatrice de contenu, tu dois faire attention de ne pas montrer tes fenêtres, qu'on n'ait pas ton nom, qu'on ne trouve pas les membres de ta famille. C'est ce à quoi engage OnlyFans aussi. Et l'exposition des créatrices à tout ça, elle pointe pas simplement du doigt, nos comportements en société, elle pointe aussi du doigt la responsabilité des plateformes. Certaines créatrices se disent mal protégées par OnlyFans et face à ces critiques, le réseau social a mis en place certaines mesures pour la sécurité et la confidentialité des créatrices, comme un service gratuit de filigrane numérique. En gros, ce truc, c'est un logo ou genre un texte discret, invisible à l'œil nu, que les créatrices peuvent ajouter à une image ou à une vidéo et qui permet à des logiciels spécialisés de retrouver rapidement la propriétaire en cas de fuite ou de vol. C'est censé faciliter la suppression de copies non autorisées, mais en réalité, ça protège pas grand-chose parce que de nombreuses fuites continuent de circuler massivement sur Telegram ou Reddit. Et c'est pas la seule raison pour laquelle OnlyFans est sous le feu des critiques. Il y a quand même beaucoup d'abus puisque pas mal de jeunes filles prennent la carte d'identité de leur grande sœur majeure ou d'amis. Ce qui est frappant en tout cas sur la plateforme, c'est de voir à quel point il y a des jeunes filles qui ont souvent des visages d'enfants qui vont poser en porte-jartel, jambes écartées. Ça c'est vraiment assez frappant quand on se balade sur le site. En théorie, tout utilisateur ou créateur doit pouvoir prouver qu'il a plus de 18 ans pour pouvoir accéder à la plateforme. Mais je vous apprends rien, c'est juste de la théorie. Parce qu'en pratique, c'est pas si compliqué de contourner les pare-feux. Et ça pointe 2 problématiques du doigt. La première, c'est que ça expose des mineurs à du contenu pornographique. Mais le deuxième, ça veut dire que potentiellement, des créatrices ou des créateurs mineurs peuvent poster du contenu sur la plateforme. Et là, c'est un enjeu de pédocriminalité. Bref, derrière les histoires des créateurs vulnérables ou des mineurs exposés, je commence à comprendre que le problème se limite pas seulement à OnlyFans. En fait, ça interroge plus largement notre rapport collectif au porno et à l'hypersexualisation des corps. Et ça me pose plein de questions. Du genre, comment est-ce qu'une plateforme réussit à transformer du contenu sexuel en un simple phénomène viral, comme n'importe quelle autre tendance? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de nous en tant que société? Qui est juste censé être une plateforme pour adultes, se retrouve en fait au cœur du débat public. Et parmi ceux qui se sentent lésés, il y a aussi parfois les clients. J'ai rencontré un homme qui se fait appeler Rock et qui a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Il est américain et il achète du contenu personnalisé sur OnlyFans depuis plusieurs années. Le prix que je paye pour du contenu, ça dépend de la modèle, ça dépend de ce que je recherche et ça dépend de la durée du contenu aussi bien sûr. Je pense que le prix le plus élevé que j'ai payé, c'était environ $500, mais c'était pour des modèles professionnels. Pour une modèle lambda, je pense que je serais prêt à payer maximum entre 150 et $200 pour une durée de 10 à 20 minutes. Les chatters, c'est un fléau sur OnlyFans. Ça m'est déjà arrivé d'acheter du contenu personnalisé. On a essayé de me vendre un ancien contenu produit pour quelqu'un d'autre. Ça correspondait à rien à ce que j'avais demandé, quoi.
ils ont un script de sexting. Le contexte, en général, c'est toujours le même. Ça va être « Ah, t'apprécies pas les efforts que j'ai fait pour toi » ou « J'ai fait tant d'efforts pour toi », ça commence toujours comme ça. Pour repérer un chatter, ma première question en général, c'est « Est-ce que tu crées ce type de contenu ?» Et si oui, est-ce que je peux l'acheter ? Et si la réponse c'est pas oui, je le fais, le voici, ou non, je le fais pas, mais j'ai ça à la place, il s'agit probablement d'un chatter. Parce que une modèle, elle vous vendrait simplement ce que vous voulez. OnlyFans, c'est surtout destiné à se divertir, et vous êtes censé passer un bon moment là-bas, donc si vous vous amusez pas, pourquoi vous resteriez ? Si vous avez l'impression qu'il faut faire un effort pour avoir le contenu, pourquoi vous resteriez ? OnlyFans fait partie de ces plateformes qui sont rentrées dans le marché de l'intime. Dans la pornographie, on regarde des scénarios de personnes avec lesquelles on n'a pas échangé. Là, il y a vraiment cette illusion de relation qui donne un peu cette impression que l'on n'est pas seul. Je me sens seule, mais dès que je me connecte à OnlyFans et que j'échange sexuellement avec quelqu'un, je me sens plus seule. Alors, qu'est-ce que les plateformes ont à dire face à ça ? Eh ben, c'était pas facile de le savoir. J'ai appelé le siège d'OnlyFans plein de fois, j'ai envoyé des dizaines de messages et d'emails, mais personne ne m'a répondu. Alors bon, si eux ils viennent pas à moi, c'est moi qui vais aller à eux. Bon, ça y est, j'y suis. Puisque les mecs répondent pas à mes emails et mes SMS, je vais essayer d'avoir des réponses de la part d'OnlyFans. Je suis devant le 107 Cheapside à Londres, c'est l'adresse qui est marquée sur toutes leurs mentions légales. Est-ce que c'est vraiment ici ? Est-ce que je vais me faire virer ? Bon, tu peux pas rentrer avec moi avec ta grosse caméra, mais j'ai acheté ces trucs sur internet. Normalement, à partir de maintenant, vous voyez tout. Allez, c'est parti. Hi. I was wondering, I'm a journalist and I'm doing a documentary about OnlyFans and Phoenix International Limited. Are they working on the 9th floor? No, I think the article is, let me see, she said a specific name. She doesn't want us to say usual company anymore, so let me just find the name. So they are not working in this building? No. Okay, because they have the address just for process. Oh, basically, yeah, they don't have a physical address here on the building. I never even saw anyone from this company 2 years old. Okay. So. And nobody asked for them when... Just the police. Oh, the police? Sometimes it's coming here for... No, the police. Because they think the address is here? Yeah, because when you Google them, right, it shows here, but yeah, they're not based in the building. Bon, c'est hyper intéressant. En fait, c'est une entreprise fantôme. Ils ont une adresse postale dans ce bâtiment, mais il n'y a pas d'employés d'OnlyFans qui travaillent là-bas, il n'y a pas de direction, et même la standardiste, elle a l'air de pas savoir qui ils sont. Bon, mais je vais pas abandonner. Si cette première adresse est une adresse fantôme, il doit bien y en avoir une autre. Et en creusant sur Internet, dans les mentions légales d'OnlyFans, j'ai trouvé une deuxième adresse. Hi. We are going to 85 Great Portland Street. Thank you. C'est tellement pas là. Bon, vu la gueule de la façade, je suis pas sûr de mon coup, mais maintenant que je suis là, je vais quand même sonner. How can I help? Hi, I'm looking for the Phoenix International Limited. Do you think it's in this building? So we are just a registration address, then not physically here. Okay, can you give me the address? No, we cannot provide any details and we have no idea where they are. So people usually call at this address thinking that Yeah, it's... because we have thousands of clients, so... Yeah, and we have to see if they are clients, but we can't disclose any information of them. We're taking down. Okay, thank you, sir. Bye. Bon, après m'être fait raccrocher au nez, je comprends que Myco, là où j'ai sonné, c'est en fait un service de domiciliation virtuelle qui s'appelle MycoWork. Et en fait, c'est eux qui hébergent OnlyFans, mais il y a personne du siège qui travaille ici. Décidément, ils savent vraiment bien se cacher chez OnlyFans et ils ont pas du tout envie qu'on trouve leur adresse. Bon, j'aurais essayé, retour à Paris. Bon, je suis de retour à Paris. Aujourd'hui est un jour nouveau. OnlyFans, clairement, c'est mort. J'aurais pas de réponse. Mais j'avais plus d'un tour dans mon sac car on a aussi contacté la plateforme Mime. Donc là, je vais rencontrer Pierre Garonner, l'un des 2 cofondateurs de Mime.
qu'est-ce que vous faites chez Mime pour protéger les mineurs d'avoir accès au contenu et à leur tour d'en poster? Nous, l'idée, c'est 2 300 000 mineurs qui sont aujourd'hui exposés à du contenu pour adultes. Ils ne sont pas chez nous parce qu'on a une techno qui modère justement, qui vérifie l'âge des utilisateurs qui veulent accéder à du contenu pour adultes. Cette techno, pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, c'est je mets ma tête devant la caméra et puis ça va détecter si oui ou non j'ai l'âge requis pour accéder au contenu. C'est fiable ça? C'est très fiable. La marge d'erreur est très faible et s'il y a une marge d'erreur, elle est sur l'année au-dessus, l'année au-dessous. Ça, c'est pour l'accès au contenu quand on est mineur. Oui. Et pour en poster, donc? Alors là, par contre, c'est beaucoup plus exigeant. On fait ce qu'on appelle on passe une certification. On va exiger une pièce d'identité, on va exiger la vérification du numéro de mobile, par exemple, d'une adresse postale, d'un RIB qui appartient au créateur et pas à quelqu'un d'autre. Et là encore, cette certification, elle est assistée par une techno d'IA qui va vérifier l'authenticité de la pièce d'identité. Et ça, c'est infaillible? C'est quasiment infaillible. On peut toujours imaginer qu'il y a... Le risque zéro, il n'existe pas. Mais globalement, j'ai envie de dire que c'est infaillible. Infaillible. Pourtant, dans un reportage de juin 2025, un journaliste d'Envoyé spécial parvient à contourner les pare-feux de Mime et à se créer un compte en utilisant la pièce d'identité photoshopée d'une mineure. La pièce d'identité n'est pas identifiée comme altérée et le profil est certifié en 15 minutes. Mais là, Pierre Garonner m'affirme le contraire. La pièce, elle a été identifiée comme altérée. Et donc le profil a été suspendu. Mais c'est marrant parce qu'il le dit, et le ton, ça porte un peu de suspicion, comme si c'était on approuve les profils. Bon, difficile de prouver qui dit vrai. De mon côté, j'en ai aussi profité pour interroger Pierre Garonner sur la précarité des créatrices sur Mime. Mais vous n'avez pas le sentiment un peu parfois de surfer sur la précarité ou la fragilité de certaines jeunes femmes qui se lanceraient pour du contenu pour adultes sur votre plateforme? Moi, je suis pas là pour faire ni la police des mœurs, ni... je pense qu'il y a eu on peut prendre le sujet inverse, de dire que ça peut être une solution aujourd'hui qui est apportée à des personnes pour faire des compléments de revenus. Je sais pas s'il y a une règle. Du coup, pour lutter contre cette précarité, il faut que ce revenu-là soit quand même assez minimal, quoi. C'est quoi le revenu médian aujourd'hui d'une créatrice ou d'un créateur sur Mime? Le revenu qui est observé chez nous est autour de 1 200 € par mois sur les créateurs qui sont actifs, très actifs. Ça, c'est le revenu moyen ou c'est le revenu médian? Ça, c'est le revenu d'un top créateur chez nous. Il doit être autour d'un top 300 créateurs. Parce que bon, si on parle du revenu moyen, forcément, le haut du panier va venir... Oui, même en dessous de ça, du coup. Nous, aujourd'hui, on a un peu plus de 200 000 créateurs. On a un peu plus de 10% qui, tous les mois, génèrent des revenus. Et dans ces revenus, on a aussi des créateurs qui génèrent des revenus qui sont en dessous de 200 € par mois. Bon, les plateformes de contenu explicite comme Mime, elles affirment faire des efforts pour protéger leurs clients et leurs créateurs. La question c'est, est-ce que c'est vraiment suffisant? Et faire évoluer la loi, ça se fait pas en un claquement de doigts. En France, en 2023, il y a 2 députés, Arthur Delaporte et Stéphane Vegeta, qui ont porté une loi sur la régulation des influenceurs. L'objectif de cette loi est hyper louable. Ils veulent mieux encadrer les pratiques commerciales sur les plateformes, dont OnlyFans et les agents qui gravitent autour. Bonjour. Ça va? Voilà. Vous parlez, je crois, d'OnlyFans comme d'une activité de rabattage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Moi, le problème que j'ai particulièrement avec OnlyFans, c'est l'activité qui se monte autour d'OnlyFans, qui est l'activité d'agent. Et un agent OnlyFans, qu'est-ce qu'il fait? Il va aider le modèle ou la modèle à croître en notoriété, et en audience et en revenus, mais il va aussi chercher de nouveaux modèles. Et il va souvent envoyer des DM, des messages personnels à des jeunes femmes, ou à des jeunes hommes, mais qui sont sur Insta, sur TikTok, sur Snap, qui n'ont rien demandé à personne, mais qui vont recevoir 2-3 fois par jour un message de quelqu'un qui leur dit « Tu sais quoi? T'es trop beau, t'es trop belle, je suis sûr que tu pourrais gagner beaucoup d'argent sur OnlyFans, ouvre un compte et moi je vais t'aider, tu verras, ensemble on va s'enrichir. » Ça, c'est du rabattage qui peut se transformer en du proxénétisme 2.0, puisqu'il y a une personne qui tente de mettre une autre personne sous son influence, sous son emprise, et derrière de tirer profit de la vente de produits sexuels, de la vente de services sexuels. En fait, je m'en suis rendu compte en m'intéressant à ces agences de l'OnlyFans Management. Leur frontière entre leur travail et le proxénétisme est parfois assez floue. La définition de proxénétisme, si vous l'avez pas, c'est une personne qui gagne de l'argent sur le dos de quelqu'un qui se prostitue, c'est-à-dire échange des relations sexuelles contre de l'argent, que ce soit en la forçant, en la manipulant ou simplement en l'assistant. Et c'est pas rien, c'est illégal et puni de 7 ans de prison et de 150 000 € d'amende s'il n'y a pas de circonstances aggravantes. Certains députés, c'est le cas de Stéphane Vegeta qu'on a rencontré, veulent requalifier l'activité d'agent OnlyFans en, je cite, proxénétisme 2.0. Ma question est un peu cash, mais est-ce que tu te considères comme proxénète? Pas du tout. Enfin, en fait, si leur logique, c'est dès qu'on
s'enrichit, on gagne de l'argent sur un contenu érotique, alors tout distributeur de contenu érotique est un proxénète. Canal+, que tout le monde a regardé à l'époque quand il y avait les films érotiques le soir, sont des proxénètes, enfin ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est pas un peu quand même ce que tu fais quand tu encourages des créatrices à publier du contenu personnalisé? Ça reste un service sexuel numérique, certes, mais un service sexuel numérique contre rémunération. Non, parce qu'il n'y a pas de notion physique. Mais dans un monde qui se numérise à tout va, est-ce que ça n'a pas du sens que la loi change justement pour protéger des dérives de ce marché? Moi, je pense que tout interdire, ça va engendrer beaucoup plus de dérives, parce qu'en fait, ça va impacter que ceux qui font les choses bien, professionnellement, avec éthique, et en fait, ça va laisser encore une fois le champ libre à ceux qui font ça en toute illégalité. Moi, je serais pour une légifération, mais encore une fois, c'est ce qui se passe avec la France, c'est qu'ils veulent tout légiférer avec des trucs ultra stricts, et en fait, ils se retrouvent à n'avoir de contrôle sur rien, et puis surtout ce truc de oh là là, le X, le porno, quelle horreur, comme si tout le monde n'en consommait pas, quoi. J'ai rencontré des agents OnlyFans dans le cadre de ce reportage et eux disent non, ça ne peut pas être qualifié comme du proxénétisme puisque ce service sexuel n'est pas donné physiquement. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est bien sûr, leurs avocats ont préparé cette réponse. Et c'est basé sur la loi actuelle. Mais nous, justement, on a été nommé avec Arthur Delaporte nommé en mission par le gouvernement pour analyser s'il faudrait ou pas changer la loi. Et éventuellement, reconnaître le fait que maintenant, dans notre société, les relations sexuelles, la vie sexuelle, c'est plus seulement dans un lit ou dans le monde physique, c'est aussi dans le monde virtuel. Est-ce qu'il faut changer la loi pour, du coup, définir le rapport sexuel comme quelque chose qui ne nécessite pas forcément un contact physique? Auquel cas, ce que font ces gens pourrait parfois être défini comme du proxénétisme. Alors, qui est responsable? Qui profite? Qui encadre? Qui est lésé? Ce débat sur le proxénétisme 2.0, c'est pas juste une question de loi. Il révèle surtout les tensions plus globales liées à OnlyFans, entre liberté et contrôle, création et exploitation. La plateforme promet l'émancipation, mais cette promesse, elle repose souvent sur des rapports de dépendance et de domination, dans un cadre légal encore trop flou pour vraiment protéger tout le monde. Certains pays, comme la Suède, ont d'ailleurs commencé à entamer une régulation de la plateforme en interdisant la vente de vidéos d'actes sexuels à la demande. Et les cartes pourraient être bientôt rebattues car OnlyFans cherche un repreneur. Depuis mai 2025, la plateforme est en vente pour la modique somme de 8 milliards de dollars. Quoi qu'il en soit, en travaillant sur ce reportage, j'ai surtout compris que derrière chaque compte OnlyFans se cache autant d'histoires singulières. Certaines femmes touchent les gros sous sur lesquels les médias fantasment, d'autres s'enlisent dans la précarité, d'autres encore sont dans l'entre-deux, ni précaires ni millionnaires, et elles tentent juste de faire ce qu'elles aiment en se préservant de la violence qui peut sévir dans l'industrie du X.